petit retour en arrière. En 2010, le gouvernement français a décidé de se lancer dans des investissements d'avenir via un grand prêt, en fait, qui a été contracté à l'époque. Alors, à l'époque, en fait, ce qui était prévu, c'était une enveloppe globale pluriannuelle sur 2010-2017 de 500 millions d'euros d'aide publique en vue de réhabiliter 300 000 logements du parc privé dans le cadre des interventions de l'ANA. Voilà. Je crois que c'était monsieur le responsable ou le représentant de Knof qui se plaignait de ne pas avoir de données statistiques sur la rénovation en France. Je vous rassure complètement, si vous avez besoin de données statistiques concernant la rénovation dans le cadre de l'ANA, nous avons toutes les données que vous pourriez rechercher. Donc, à ce jour, donc vraiment à ce jour, aujourd'hui, hein, on a environ 85 000 logements qui ont été rénovés, hein, donc sur un objectif de départ de 300 000, sachant que le programme Habiter mieux, concrètement, a démarré fin 2011. On a une forte montée en charge qui a permis au Premier ministre, donc à la fin de l'été, de se prononcer sur un objectif de 50 000 logements réhabilités en 2014, ce qui nous fera normalement arriver, donc là, fin décembre, à 100 000 logements rénovés, ce qui est une très bonne nouvelle. Et sachant qu'il y a un coût moyen qui avoisine les 20 000 euros de travaux par logement, on est quand même sur du 2 milliards de travaux générés par le programme Habiter mieux. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait certains luxembourgeois qui caractérisaient la France par sa dette publique. Je ne sais pas si au Luxembourg on réussit à faire 2 milliards de travaux en 3 ans, mais vous voyez que parfois la dette en France a tendance à avoir des effets économiques tout à fait positifs. Voilà, alors... Maintenant que j'ai été extrêmement positive moi-même, les limites peut-être et les perspectives de tout cela, ce qu'il ne faut pas oublier, je vois un collègue à moi, Éric Lagandré, qui est notre grand expert énergie à l'ANA, peut-être qu'il pourra compléter tout à l'heure. Donc, les limites un petit peu de tout ça, c'est que le gros de la rénovation thermique, ça concerne des logements qui ne sont pas très dégradés. L'objet de l'ANA, c'est un objet social, c'est-à-dire qu'on va rénover les logements de propriétaires occupants modestes et très modestes ou de propriétaires bailleurs qui donc louent des logements à des locataires modestes ou très modestes. Cela étant, la proportion du parc en France qui est indigne ou très dégradée, malheureusement, ne bénéficie que très peu encore de travaux. Alors ça, c'est pour diverses raisons que peut-être j'exposerai tout de suite après. En tout cas, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'en 2014, nous avons été contraints de recentrer le programme Habiter mieux uniquement sur les publics très modestes. Parce que cette montée en charge, effectivement, n'est pas tenable jusqu'à la fin du programme si nous finançons l'ensemble des publics éligibles aux aides de l'ANA en termes de priorité, sachant que les modestes restent éligibles, bien entendu. Alors, la question ici... c'est de se dire comment ça va se passer en 2015, mais surtout après. Puisque, en fait, même si le programme Habiter mieux est sur 2010-2017, la convention qui a été signée entre l'État et l'ANA sur l'engagement des crédits du FART, donc le Fonds d'aide à la rénovation thermique, court jusqu'au 31 décembre 2015. Ce qui veut dire, alors je sais qu'il y a certaines collectivités qui sont déjà un petit peu inquiètes sur l'avenir du FART, mais en tout cas, il y a quelque chose que je peux vous assurer, c'est qu'au 1er janvier 2016, normalement, il n'y a plus de FART, sauf si... certains luxembourgeois autorisent la France à contracter des prêts qui nous permettent de réabonder ces investissements d'avenir. Bon, mais ce luxembourgeois, en l'occurrence, n'est pas dans la salle, je présume. Bon, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a des aides de l'ANA, mais des aides du FART aussi, pour cette rénovation thermique qui marche extrêmement bien. Au 1er janvier 2016, normalement, il n'y a plus d'aide du FART. C'est-à-dire que la question du reste à charge va être encore plus problématique. Je vous invite tous autant que vous êtes, conseils régionaux par rapport au tiers financement, mais aussi organismes bancaires en tant que prêteurs, à vraiment considérer que s'il n'y a pas un relais fort en termes de prêts ou de tiers financement vis-à-vis des publics modestes à compter du 1er janvier 2016, la rénovation thermique sur l'habitat géré par l'ANA, c'est-à-dire le parc privé en difficulté ou pour les personnes modestes, risque de prendre un fort coup dans l'aile. Et manifestement, de ce point de vue-là, il y a un enjeu véritablement à soutenir. J'accélère un petit peu, juste pour cibler encore sur cette notion de parc dégradé.
La lutte contre l'habitat indigne, les copropriétés, on en a parlé. Moi, je vais parler un peu plus des copropriétés dégradées et en difficulté. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 300 000 et 1 million de logements en copropriété fragiles à dégrader. Ça fait environ 15% du parc de copropriété en France. Ce noyau-là, ce noyau dur, il est à 90%, en gros, 85 à 90% composé de petites copropriétés anciennes de moins de 10 logements. Là, on cible les centres anciens. On cible ce parc qui correspond à une déprise de nos centres anciens. Donc effectivement, il faut parler en termes de relance de la construction, mais attention, relance de la construction sans politique locale du logement, qui amène de la périurbanisation et donc une désertification des centres anciens, c'est peut-être se tirer malheureusement un coup dans le pied et que peut-être il y a une marge de manœuvre en termes de réhabilitation et de travaux sur les centres anciens avec un déblocage des situations par rapport à ces publics des centres anciens qui sont donc les publics modestes qui à partir du 1er janvier 2016 vont avoir des gros problèmes de reste à charge. Voilà. Dernier point, la formation professionnelle et la formation des professionnels. Là, je vais m'exprimer plus à titre personnel qu'au titre de l'Agence nationale de l'habitat, qui bien entendu ne se positionne pas sur ces enjeux liés plus aux conseils régionaux. Oui, effectivement, le RGE, c'est important. Maintenant, ce qui est important, c'est de former ceux qui travaillent en ce moment dans les entreprises. C'est aussi de penser à tous ces jeunes qui sont en lycée professionnel ou en formation, qui vont arriver sur le marché du travail, qui n'ont peut-être pas envie de partir de l'endroit où ils sont, et pour lesquels il faut probablement débloquer des emplois. Si on accentue la rénovation thermique, il faut probablement d'ores et déjà, avis personnel, que les conseils régionaux, notamment dans le cadre de la réforme territoriale, priorisent les crédits à la formation professionnelle sur la rénovation thermique pour former les bons techniciens sur la filière travaux, mais aussi sur la filière matériaux, et priorisent aussi une formation professionnelle adaptée au territoire. On ne fait pas de la rénovation thermique en Bretagne comme on en fait en Auvergne. Donc encore une fois, je pense que là, il y a un effet levier qu'il va falloir soutenir en termes de formation des professionnels, et je vais passer le micro. Et je vous remercie justement. Ce sujet de la formation, on l'a vu précédemment déjà. L'ANA, vous l'avez vu rapidement passer tout le temps. Il a été président de l'ANA. Vous parlez des entreprises, vous parlez des emplois sur les territoires. Il devait être là parmi nous aujourd'hui. Monsieur Pelletier est en bureau au plan bâtiment durable. Il est président du plan bâtiment durable. Il a quand même souhaité être présent parmi nous avec une petite interview. Je vous propose de regarder. Le projet de loi de la transition énergétique pour la croissance verte, parmi les différents sujets qu'il aborde, en met un particulièrement en relief. C'est l'arrivée du numérique dans le bâtiment que le législateur consacre par un article signifiant qu'il y aura bientôt dans le bâtiment un outil numérique qu'il appelle le carnet numérique d'entretien du bâtiment. C'est vraiment un bon signal pour l'ensemble de ceux qui s'intéressent au bâtiment et à ses évolutions, comme pour les animateurs des collectivités territoriales qui sont appelés à participer à la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments. De quoi s'agit-il en effet? Le plan bâtiment durable, qui a mené des travaux qui collent bien à ce que le législateur vient d'énoncer, parle de carte vitale du bâtiment. L'idée est somme toute simple. Il faut que très vite, dans ce grand mouvement de transformation de la filière du bâtiment et des bâtiments eux-mêmes, nous accompagnons cette mutation d'un outil numérique performant. Il va servir d'abord à ce que les constructeurs numérisent l'ensemble des plans, des modes d'emploi, des garanties des équipements, bref, toutes ces données que l'on a tendance à perdre après avoir pris livraison d'un bâtiment. Il faut aussi laisser une plage pour permettre à l'utilisateur du bâtiment de saisir les données qui lui sont propres. On peut avoir utilité à comparer année après année les consommations en les consignant ainsi. Il faut surtout que ceux qui vont être appelés à intervenir sur le bâtiment existant, la maîtrise d'œuvre, comme les
les entreprises du bâtiment qui vont donc participer à sa maintenance, à son exploitation ou à sa rénovation, puissent consigner les éléments importants pour donner une cohérence générale à toutes ces actions. Et puis, en fin de course, lorsque le bâtiment change de main, ce serait une très bonne chose que les notaires saisissent ainsi l'ensemble des données qui sont aujourd'hui annexées aux promesses de vente et aux actes de vente et qui constituent une masse paperassière tout à fait excessive dont pas grand monde prend connaissance. Numériser les diagnostics, numériser les éléments d'information de l'acquéreur, voilà une bonne idée. En somme, avec cet outil numérique qui arrive dans le bâtiment, nous donnons écho à cette profonde métamorphose que connaît ce secteur, et d'abord cette transformation de la conception même des bâtiments que vivent aujourd'hui les architectes et les bureaux d'études. La maquette numérique a fait son entrée éclatante dans ce secteur et il est aujourd'hui peu de bâtiments qui ne soient pas conçus à travers cette action de mise en commun des données et de travail collaboratif entre ces professions chargées de concevoir ensemble le bâtiment. Ne nous trompons pas, ce n'est pas du tout un sujet anecdotique, c'est une avancée profonde qui va permettre à l'industrie immobilière dans son ensemble de réaliser enfin la métamorphose que les autres pans de l'industrie de notre pays ont connue par le passé. Les enjeux économiques, sociaux, environnementaux sont au cœur de cette numérisation du bâtiment. Le bâtiment dans notre pays va connaître des évolutions profondes liées évidemment à la démographie, au vieillissement de la population, aux besoins de maintien à domicile des personnes âgées, à l'accessibilité qui va se généraliser et à la performance énergétique qu'il nous faut maîtriser. Les sujets économiques, sociaux, environnementaux sont là au cœur de l'action à mener dans le bâtiment et pour réussir cette action, il nous faut chacun à sa place faire un effort considérable de formation. Nous devons tous hausser notre niveau de compétence pour réussir cette adaptation des bâtiments au XXIe siècle. Mais pour réussir cette métamorphose du secteur, encore faut-il que chacune des professions concernées comprenne qu'elle doit elle-même, chacun à sa place, acquérir le niveau de compétence que seule une formation continue permettra d'atteindre. Nous avons tous besoin, chacun à sa place, de progresser dans la connaissance de la performance énergétique, dans l'apprentissage d'un travail collectif beaucoup plus intense qu'hier. La formation est probablement, dans les temps qui viennent, le principal enjeu qu'il nous faut ensemble relever. Donc un nouveau message d'espoir aussi, puisque mutation, et ce message d'espoir, il a été repris par, je dirais, les professionnels du bâtiment et l'ensemble de la filière. J'en veux pour preuve la présence à nos côtés d'Emmanuel François et de Jean-Pascal Chira. Alors Emmanuel François, vous êtes président de la Smart Business Alliance, vous êtes également responsable de l'Alliance Océan pour l'Europe. Il y a plusieurs partenaires de SBA qui se sont déjà exprimés aujourd'hui. Vous, par rapport à ce fameux changement de paradigme, comment vous voyez les choses au niveau de la profession? En quoi ça va l'impacter, ce caractère numérique et en quoi c'est un levier pour la réussite à la transition énergétique? Effectivement, je suis déjà très heureux qu'on parle beaucoup aujourd'hui du numérique. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que le numérique entraîne la rupture.
On est dans un monde de rupture, et je pense que ça n'a pas été assez dit. Et la rupture, elle s'accélère. Elle s'accélère en 2015, vous allez voir, en 2016, ça s'accélère. Ça s'accélère sur tous les environnements et à tous les niveaux, aussi bien les enfants que les adultes, que les personnes âgées et tous les métiers. Et ça, il faut l'avoir en tête tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça change tous les modèles économiques, tous les modes de fonctionnement. Et les solutions qui ont été pensées hier, et quand je dis hier, c'est il y a même 2 ans, elles ne sont plus valables forcément aujourd'hui. Et ça, si on n'a pas compris ça, on reste avec des anciens modèles, avec des anciennes solutions, des anciens modes de pensée, et on est à côté de la plaque. Aujourd'hui, on a des acteurs qui arrivent sur le marché, comme Google, qui ont bien compris ça, qui ont une vision totalement transverse, alors qu'aujourd'hui, on a une vision encore silotée. Et ça, c'est un point important. C'est l'objectif de la Smart Building Alliance, qui est là justement d'être transverse, de travailler avec les syndicats qui, par exemple, sont plutôt en silo, mais de ne pas, effectivement, d'allier toutes ces fonctions. Alors moi, pourquoi j'ai pris la présidence de la Smart Building Alliance, c'est que moi-même, effectivement, je porte une technologie de rupture. Hein, j'ai amené ici 2 petits exemples. Je ne fais pas de publicité, mais ici, vous avez un micro-composant qui est un générateur d'énergie à partir de la différence de température. Ça, c'est un produit, enfin, c'est un composant qui est apparu sur le marché il y a 2 ans. Vous avez une société qui fabrique ce composant et qui était vraiment dans le monde du composant, uniquement le composant électronique, et qui, du coup, s'est dit, ce composant est génial, à partir de la différence de température, je génère de l'énergie et je peux faire des actionneurs. Et ils ont fabriqué une tête thermostatique sans fil, sans pile. Il faut savoir qu'en Europe, on a 1 milliard de têtes thermostatiques à changer dans les années à venir. Il est impossible de mettre des têtes thermostatiques avec des piles. Vous imaginez 1 milliard de têtes thermostatiques fois 3 piles, changées tous les ans. Les Leroy Merlin, les Castorama, les Darty vont être couverts de piles. Ça n'ira pas. Donc, il faut bien comprendre qu'on est dans un monde de rupture. Et effectivement, par le fait que je porte cette technologie et que je porte une technologie de rupture, j'ai effectivement cette vision et cette compréhension de l'évolution. Donc ça, c'est vraiment important et ça entraîne des changements fondamentaux au niveau des métiers. On reviendra dessus, mais effectivement, l'installateur électricien ou l'installateur CVC, il doit évoluer. Le distributeur de matériel électrique, il doit évoluer. On a un transfert de la valeur et de l'intelligence, du produit vers le soft. Je répète, du produit vers le soft, vers le cloud. À partir de ce moment-là, tout change. Il faut tout inverser. On est à 180 degrés de ce qu'on pensait il y a encore 2 ans. Alors maintenant, je vais résumer sur 5 points. On parle beaucoup d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique est un enjeu mondial et national. Cependant, si on résume et qu'on reste uniquement sur l'efficacité énergétique, sur un silo, on risque de faire des erreurs. Il est important d'avoir une approche globale en incluant la santé, la mobilité, le bien-être, et j'en passe. Ça veut dire que les systèmes doivent, à la base, intégrer toutes ces fonctionnalités. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu une étude il y a très peu de temps, parce que je tenais ce discours, quelqu'un d'EDF qui m'envoie un document en anglais qui me dit « Lis ça, le rapport entre la productivité, si on peut parler de productivité sur les humains, la productivité sur les humains, donc je dirais c'est l'absentéisme. Il faut savoir qu'en France, il y a 5% d'absentéisme, 18 jours d'absentéisme, lié à la maladie, à que sais-je. Donc, la productivité des humains. Si on prend le rapport entre productivité sur les humains et l'efficacité énergétique, on en est un rapport de 1 à 10. Donc, messieurs les financiers, réfléchissez bien où vous investissez. Donc, il faut avoir une approche globale. J'ai rencontré récemment un médecin. Il me disait, on parlait du bâtiment intelligent, et il me disait, Emmanuel, le bâtiment, c'est la 3e peau. Et si vous devez méditer quelque chose à l'issue de mon discours, réfléchissez à ça. Le bâtiment, c'est la 3e peau. Et je trouve ça fabuleux. À partir de ça, on met l'usager au centre, on met le numérique au centre, et effectivement, tout s'articule et on a une fonction. On raisonne non plus bottom
down, mais top down, mais bottom up. C'est important. Quelle est la deuxième peau? La deuxième pause, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, deuxième point, il apparaît grâce à cette rupture, on a aujourd'hui des systèmes qui arrivent maintenant. Des systèmes simples. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de responsabilité de l'usager, c'est très important. On parle beaucoup d'isolation, c'est très important. Mais on a vu, l'isolation, ça a un coût. Je crois pas dire de bêtises, quand on parle d'isolation d'un HLM, le coût est à peu près de 20 000 euros par logement. Donc c'est un coût important. Le ROI est difficile. Aujourd'hui, il faut savoir que grâce à des systèmes non intrusifs, évolutifs, basés sur l'intelligence, transverses, donc qui ne sont pas uniquement efficacité énergétique, mais aussi santé, bien-être, qui s'interconnecteront demain avec des informations extérieures telles que la circulation, telles que plein de choses, on peut rénover un logement avec un ROI à peu près de 2 ans. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on travaille avec Bouygues Immobilier sur des maquettes. On est à moins de 1 000 euros par logement. Moins de 1 000 euros avec un retour sur investissement qui a été avéré de au moins 20 à 30%. Je donne 2 exemples. Là, ce n'est pas Bouygues Immobilier. C'est plutôt dans l'hôtellerie, mais l'hôtellerie est comme presque le logement. Campanile, à Saint-Antoine, Marseille. On a mis en place un système, comme disait Sébastien Meunier de ABB, un petit système tout simple, avec un contact de fenêtre, un récepteur, moins de 150 euros. Le Campanile m'a appelé au bout de 4 mois de test. Il avait fait un test comparatif sur 2 bâtiments. On arrive à 20% d'économie d'énergie, retour sur investissement, 1 an. Après, comme c'est des systèmes évolutifs, on peut réinvestir. On n'a pas besoin de casser. Si vous voulez, on parlait tout à l'heure de comptage. C'est génial le comptage, mais le problème du comptage, c'est de mettre du comptage pour du comptage. Et demain, quand on veut mettre un système intelligent, c'est enlever le comptage qui n'est pas interopérable pour remettre une autre solution. Ça, c'est du gâchis d'argent public. Peut-être qu'on investit 2 milliards d'euros dans des solutions, mais si ces 2 milliards d'euros ne sont pas évolutifs et interopérables, ce n'est pas forcément un bon investissement. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent ça. Et un autre exemple, Opio, Club Med, même système non intrusif, on arrive à des taux de rendement, des taux de rentabilité de 3 ans. Si j'ai bien compté, il vous reste 3 points. 3 points. Il faut je vais aller très vite, je vais aller très vite. Mais bon, ensuite, aujourd'hui, je pense qu'il est important de placer l'usager au centre. Ça, c'est très important. Et de penser numérique. Raisonner à 180 degrés. Intégrer tout ce qui arrive, tous les objets communicants. On ne les connaît pas encore trop, mais ils arrivent. Si vous allez à la FNAC, chez Darty, vous voyez en tête de gondole des objets communicants. Tous les usagers vont avoir ça. Demain, ils vont mettre ça même, j'exagère un tout petit peu, mais dans les crèches, pour savoir quel est le taux de CO2, le taux de COV. Et je peux vous dire que demain, et quand je dis c'est demain, on saura exactement quelle est la qualité de l'air, quel est le taux de rayonnement électromagnétique. Tous ces objets arrivent. Il est important, effectivement, d'interconnecter ça avec les solutions existantes. Et donc, pour résumer, il faut avant tout raisonner smart avant de raisonner smart grid. On l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, le bâtiment, il doit être avant tout smart avant d'être smart grid. 4e point, il est important de valoriser le bâtiment. Valoriser le bâtiment sur des services. Et pas uniquement sur le service d'efficacité énergétique. Sur des services, à partir du moment où le bâtiment est numérique et prêt à communiquer, c'est bâtir des services qui sont bien sûr l'efficacité énergétique, mais également la santé, le confort, la mobilité, la gestion des espaces. On rentre aujourd'hui dans une ère où on mutualise. On mutualise les espaces de bureau et aussi les espaces de vie. Dernier point, alors ça c'est un point, par contre c'est important, et à partir de ça, on travaille dans le cadre de la Smart Building Alliance sur une valorisation et sur un référentiel et une labellisation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut que les mondes financiers aient confiance et accompagnent cette évolution. Et le monde financier ne peut avoir confiance que s'il y a des référentiels éprouvés, avec des retours sur investissement éprouvés, rapides. Dernier point, mais ça rejoint tout, c'est que bien entendu, vous avez compris, il y a un transfert de compétences, il y a une évolution des métiers, et donc il faut accompagner les filières,
les sensibiliser. Et ça va à la fois du collège jusqu'à l'usager, à tous les niveaux. Et c'est primordial. Et l'accompagner les métiers, c'est aussi bien tous les corps d'État, mais également, puisqu'on a une ex-ministre, c'est également au niveau politique. Aujourd'hui, on ne peut plus penser, puisqu'on parle transversalité, on ne peut plus penser travailler sur une loi sans travailler ensemble avec le ministre de la Santé, avec le ministre des Infrastructures, enfin, avec le ministre de la Ville. On en revient donc toujours à la transversalité. Merci pour ce retour en 5 points. Jean-Pascal, j'espère que vous allez être également smart. Rapide surtout. Ça veut dire ça, smart, en fait, là. Vous êtes directeur de transition énergétique chez Saint-Gobain Distribution. Et un de vos mandats également est d'être vice-président du club de l'amélioration de l'habitat. Alors vous êtes à ce titre, je dirais, au croisement d'un certain nombre d'acteurs, pouvoirs publics, industriels, distributeurs. Quand on est au sein du club de l'amélioration de l'habitat avec autant de profils, comment est-ce qu'on gère cette multiplicité et comment on arrive à la décliner opérationnellement sur le terrain sur cette transition énergétique? Est-ce qu'il y a des points d'achoppement proches? Oui, bon, d'abord je dirais qu'on a vraiment intérêt à se mobiliser pour sauver notre peau, enfin je viens à la troisième, et c'est ça la transition. En fait, le club de l'amélioration de l'habitat est une structure associative assez particulière en France, puisqu'elle permet de réunir en un tour de table l'ensemble des acteurs publics et privés de la filière rénovation. Et public, les ministères de l'environnement, du logement, les agences publiques, l'ANA qui est avec nous, bien sûr, l'ADEME, le CFTB, les PUCA, et puis les organisations professionnelles dans leur intégralité, et puis les énergéticiens, et puis les grandes industries. Voilà, une cinquantaine de membres qui constituent véritablement ce qu'on peut considérer comme étant la filière publique et privée de la rénovation. Le club de l'amélioration de l'habitat, qui a 22 ans, a un certain nombre d'axes et de missions prioritaires. Une, c'est d'être référent dans le domaine notamment de l'observation des marchés de la rénovation et de l'entretien de l'habitat. On parle de résidentiel privé, au travers d'un certain nombre d'études, comme l'étude Open, comme le baromètre conjoncturel de la rénovation, et un certain nombre d'autres, mais également de mener des actions expérimentales, concrètes, en relation avec les territoires, et notamment dans le domaine du numérique. Bon, ça a pu être une opération qui a été aidée par l'ADEME, qui s'est appelée Energibat, qui est un système de gestion de bases d'informations et de données techniques informatives dans le domaine du bâtiment et de la rénovation énergétique, géré sous forme de e-learning. Et puis c'est également une plateforme qu'on appelle EnergySim, qui est à la base une opération qui a été aidée, subventionnée par le PUCA, avec l'objectif de mettre en place, sous la forme d'une plateforme Internet, une démarche d'accompagnement, d'abord d'aide au dialogue au niveau des différents acteurs terrain, d'accompagnement des consommateurs, des habitants, dans leurs démarches travaux, en prenant en compte pas seulement, bien sûr, l'objectif d'économie d'énergie, parce qu'on le dit, on le répète, ça n'est pas le seul moteur, et souvent ça n'est pas d'ailleurs du tout le moteur, mais plutôt en favorisant le parcours dans la satisfaction des envies d'amélioration de son logement ou de recherche de confort, qui permet d'aboutir à une amélioration d'efficacité énergétique. Et puis également de permettre aux consommateurs de trouver toutes les informations nécessaires en termes de techniques qui touchent tant aux éléments du bâti qu'aux équipements et aux systèmes, de trouver également l'ensemble des lieux où il est possible de se renseigner, que ce soit les prises, que ce soit les structures de distribution, et puis également quels sont les différents acteurs, notamment les entreprises, et particulièrement les entreprises qualifiées qui peuvent intervenir. Donc cet outil qui a été mis sur pied a été développé. Je voudrais d'ailleurs préciser que nous avons contractualisé avec Quali-Conditionnalité, ça fait maintenant plus d'1 an, un accord amenant cet outil à être mis à disposition des différentes opérations qui ont été lancées, que ce soit à Lambès, que ce soit dans le département 91. Et nous avons poursuivi notre démarche. Nous avons eu également des accords. On a vu tout à l'heure les comités de communes de Fréjus et de Digne. Nous avons mis en place cet outil à disposition dans le cadre de Rénover Plus. Et nous poursuivons maintenant cette démarche en mettant cet outil, en l'adaptant finalement
dans le cadre notamment des plans locaux de rénovation énergétique et qui vont continuer à se déployer, en amenant les collectivités à pouvoir utiliser cet outil à leurs mains. C'est-à-dire d'abord en le personnalisant, en y intégrant des données, des informations propres à leur communauté de communes, tant sur le plan des aides fiscales que sur le plan de l'identification des entreprises, que ce soit d'entreprises de pose ou de maîtrise d'œuvre qualifiées, que les solutions de financement, etc. De manière à ce que cet outil, qui est en fait collaboratif, permette finalement d'accompagner l'ensemble je dirais, des acteurs vers ce marché de la rénovation énergétique. On a bien compris qu'il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de difficultés, il y a un besoin de créer la confiance, il y a un besoin d'accompagnement. Donc cette démarche-là, elle est là pour ça. Voilà, donc le club de l'amélioration de l'habitat, puisque à la base, il associe tous ces acteurs, a pour effet de se retrouver sur les territoires et mettre en action auprès des consommateurs et en liaison tant avec les organismes publics que les entreprises privées, eh bien, l'action, de manière à ce que cette convergence permette le développement de ce marché. Donc un outil également pour les territoires pour massifier la rénovation énergétique. Absolument. Merci Jean-Pascal pour ce témoignage. Je me tourne à présent vers vous, Madame Lepage. Vous êtes avocate, vous avez été ministre de l'Environnement, ça a déjà été souligné, vous avez été députée européen également, donc vous êtes une experte en matière d'environnement. Cette transition énergétique, cette loi de transition énergétique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Quel regard vous pouvez partager avec la filière du bâtiment, que ce soit en France ou bien au-delà de nos frontières? Bonjour d'abord, c'est un plaisir de vous retrouver. La question est très large. Cette loi de transition énergétique, je dirais qu'elle était nécessaire de toute façon pour nous mettre en perspective par rapport à nos engagements communautaires, tout simplement. Il ne faut jamais l'oublier que nous avons un certain nombre d'obligations et qu'avant de songer à être exemplaire, on serait déjà bien avisé de songer à être régulier par rapport aux engagements qu'on a pris. Je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà. Ceci étant, je crois que ce que mon voisin de droite a dit tout à l'heure est extrêmement important. En fait, on se situe dans, globalement, ce que l'on appelle la troisième révolution industrielle. Alors, la troisième révolution industrielle, on a tendance à la présenter comme étant l'évolution vers un changement énergétique lié aux énergies renouvelables. C'est pas seulement ça. La troisième révolution industrielle, c'est le mariage de l'énergie et d'Internet, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que les questions liées à tous les sujets que vous avez abordés sont intrinsèquement liées à cette troisième révolution industrielle. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et c'est précisément parce qu'on est en capacité de faire que chacun devienne un producteur et un consommateur d'énergie. Un consommateur avisé, il l'est déjà, mais pas toujours avisé, d'énergie, que précisément on peut envisager cette transformation de la troisième peau du bâtiment dans un but de rénovation, mais dans un but plus large, qui est effectivement de s'adapter aux nouvelles contraintes, d'être en capacité de gérer au mieux sa consommation énergétique, de produire l'énergie dont on a besoin et de répondre aux besoins essentiels de la vie, et notamment, vous avez eu raison à mon avis d'insister là-dessus, sur la santé. La question du bâtiment santé est une question extrêmement importante. Et à un moment où on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens et de tous ces sujets, des conséquences que cela a en termes de santé publique, il est important de se souvenir qu'il y a un certain nombre de produits qu'il vaut mieux arrêter d'utiliser. Bon. Et je pense que vous ne me contredirez pas sur ce point. Par voie de conséquence, c'est bien le moment de repenser toutes les questions. Et pas seulement une seule, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour consommer un peu moins d'énergie dans mon habitation. C'est un sujet qui est beaucoup plus ample et qu'il est encore plus si on se met dans la perspective de ce que pourrait être notre vie, si tant est qu'on puisse l'imaginer dans 15 ou 20 ans, où effectivement la révolution, peut-être même avant d'ailleurs, et ça a déjà commencé pour une part, la révolution je dis de l'Internet, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est un mot valise et facile à utiliser, mais chacun comprend ce que je veux dire, change complètement nos manières de vivre et nos manières de travailler.
D'ores et déjà, chacun sait que grâce à son portable, il peut être à 500 km ou à 10 000 km de son travail. Personne ne le saura. Il pourra parfaitement répondre à ses clients. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a 10 ans, c'était inenvisageable, ou 15 ans, c'était inenvisageable. Donc, on a une manière, un rapport au travail qui est en train de changer de manière tout à fait considérable. Et cela veut donc dire que les bâtiments dans lesquels nous vivons vont devenir de plus en plus des lieux multiples, c'est-à-dire pas seulement le lieu d'habitation, mais un lieu de vie beaucoup plus général à partir duquel on va essaimer, en quelque sorte, on va travailler, on va décider, on va faire toute une série de choses. Ça ne veut pas dire qu'on va s'enfermer chez soi. Et cela veut dire simplement que là où on habite, notamment en raison de toutes les questions liées aujourd'hui au transport, va avoir de plus en plus d'importance. Voilà, et donc je pense que c'est vraiment essentiel de bien avoir tous ces sujets dans la tête quand on parle de rénovation de bâtiments, parce que ça va bien au-delà de ça. Alors, la loi sur la rénovation énergétique, puisque c'était votre question, monsieur, et je veux quand même répondre à la question que vous m'avez posée, elle prend une partie du sujet, incontestablement, c'est-à-dire qu'elle prend la partie rénovation, financement de la rénovation, puisque c'est quand même un sujet majeur, vous l'avez abordé, madame, à travers l'ANA, mais le sujet est évidemment essentiel, et la question de la réalité du tiers financeur est une question absolument majeure, parce que si on loupe ça, je suis un peu dubitative sur le reste. Donc ça, c'est traité. La question des nouvelles énergies est un peu traitée. La question de l'économie circulaire, qui est un sujet, je dirais, pas directement lié à celui dont nous parlons aujourd'hui, mais qui a quand même un rapport, ne serait-ce qu'avec la question des déchets, de l'évacuation des déchets, qui est liée à notre manière de vivre et donc au lieu où nous habitons, la réutilisation de l'énergie liée à toute une série de comportements, et notamment celui-là, mais pas seulement. Donc ça a quand même un lien, mais c'est un lien un petit peu plus lointain par rapport au bâtiment. Bon, tout cela est traité. Ce qu'il est peut-être moins, c'est effectivement la partie des nouvelles technologies. Peut-être notamment parce que, alors je livre un point de vue qui m'est totalement personnel, mais je suis quelqu'un qui a l'habitude de dire ce qu'il pense. Je vais continuer à répondre à ma très mauvaise réputation. Je ne suis pas persuadée que les orientations que nous prenons aujourd'hui en termes d'outils intelligents de mesure des compteurs électriques, je parle de Linky, pour ceux qui n'auraient pas compris, soient la meilleure solution. Je veux dire par là, je comprends très bien l'avantage que cela va pouvoir donner à EDF pour éviter les phénomènes de crête. Je vois un peu moins l'avantage que cela va donner à chaque consommateur pour limiter sa consommation et utiliser au mieux cette consommation. Et puis, derrière tout cela, il y a un sujet qui est majeur, qui est abordé par la loi, mais je dirais, à mes yeux, pas de manière suffisante, qui rejoint par contre la question du bâtiment, c'est la décentralisation énergétique. C'est un sujet absolument central. Nous avons en France un modèle qui est aujourd'hui un modèle totalement centralisé de production d'électricité. Centralisé parce que nous avons fait le choix du nucléaire. Il faut dire les choses, appeler un chat un chat. Si nous passons à un modèle de décentralisation énergétique, dont je pense, pour ma part, qu'il est essentiel pour les territoires, cela veut donc dire que nos bâtiments doivent non seulement être rénovés, mais devenir des sources de production d'électricité. Ah oui, ça va avec. Mais cela veut dire aussi que ces sources de production d'électricité, elles doivent avoir leur débouché, qui est d'abord un débouché d'autoconsommation, mais qui ensuite doit être un débouché un peu plus large. Je ne suis pas sûre, même si la loi sur la transition énergétique aborde la question de la décentralisation énergétique, que l'on ait vraiment décidé d'aller dans cette voie-là. Bon. Moi, je pense que ça, ce serait une vraie... Vous parliez de rupture, ça, ce serait une rupture majeure. Et une rupture majeure pour la vie de nos territoires aussi. Parce qu'à partir du moment où vous vous orientez vers un modèle qui est plus allemand, si je puis dire, de production citoyenne et locale d'électricité, vous avez une vie des territoires qui n'a strictement, c'est pas grave madame, qui n'a strictement plus rien à voir. Voilà, ce sujet-là, et je dirais, les mots figurent, la chose n'y est pas, à mon sens. Mais je peux me tromper et on peut n'être pas d'accord. Mais madame le ministre, vous m'avez dit que vous reveniez des États-Unis. Est-ce que là-bas, ils sont en rupture par rapport à ce qu'on peut faire chez nous ?
Alors écoutez, ça dépend. Oui, j'ai eu la chance de participer pendant une dizaine de jours à une opération que le ministère des Affaires étrangères est en train de monter dans le cadre de la préparation de COP 21, qui s'appelle FACTS, c'est pour French American Climate Talks, c'est-à-dire des rencontres, 3 panélistes français, 3 panélistes américains, pour discuter des questions de changement climatique autour d'une thématique. Alors ça peut être, ça a été la Nouvelle-Orléans, ça a été les risques, évidemment. À Los Angeles, on a parlé de la ville. Et à Vancouver, puisque je suis allée jusqu'au Canada, on a parlé des nouvelles technologies. Voilà. Mais toujours orienté autour du question climatique. Alors, je dirais que la position américaine et canadienne n'est pas tout à fait la même. Aux États-Unis, et du fait notamment de la poussée républicaine, les climato-sceptiques se portent bien. Climato-sceptiques, sur le mode 1, c'est pas prouvé, prouve-le, comme dirait l'autre, et 2, à supposer que ça le soit, de toute façon, on n'y est pour rien. Moyennant quoi, nous, on ne peut rien faire, puisque quand je dis on n'y est pour rien, c'est pas nous les Américains, c'est nous les humains, on n'y est pour rien. C'est la faute au soleil, aux taches solaires, à l'âge du capitaine, à ce que vous voudrez, mais c'est pas notre faute à nous. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Les gens que j'ai rencontrés, évidemment, c'était les pro-climat, c'est-à-dire ceux qui se battent contre ces gens-là. Et alors, ce que je veux vous dire, parce que de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir, de se remonter le moral, c'est pas interdit, c'est que si chez les Républicains, la vieille Europe, c'est abominable, c'est-à-dire qu'on est des gens qui avons peur de tout, qui avons peur de notre ombre, qui sommes hantés par le principe de précaution, hantés par l'assistanat, détestant tout ce qui est la liberté d'entreprendre, etc., etc. En Californie, qui est quand même pas le dernier des États des États-Unis en termes de progrès technologique, on est considéré comme étant très progressiste. C'est-à-dire que ce que fait l'Europe, je vais vous le dire parce que vous me regardez avec étonnement, mais j'étais aussi étonnée que vous. Hein, mais voilà, je vous livre ce que j'ai entendu. Ce que vous faites en Europe, c'est un modèle pour nous. C'est formidable. Ce que vous êtes en train d'arriver à décider au niveau européen en termes de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique, de place de renouvelables, c'est pour nous un modèle, c'est formidable. Vous êtes le progrès. Alors, ça fait plaisir d'entendre ça. Voilà. Donc je vous le livre, ça doit vous faire plaisir comme ça m'a fait plaisir. Voilà, donc il y a une vision qui est très finalement binaire. Dernier mot sur le Canada, c'est une autre chose. Les Canadiens sont pas vraiment climato-sceptiques. Ils sont, je dirais, climato-fatalistes. C'est-à-dire, de toute façon, c'est foutu, donc autant continuer comme ça, et puis on trouvera bien un jour une technologie pour faire quelque chose. C'est ceux qui exploitent les sables bitumineux. Voilà. En Alberta, c'est pas ceux que j'ai rencontrés à Vancouver, puisque Vancouver, c'est la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, comme le Québec, sont plutôt progressistes. Et il y a une alliance qui s'est nouée entre la Colombie-Britannique et la Californie, dont ils sont très fiers et qui, effectivement, permet d'envisager toute une série de choses. Colombie-Britannique, ils ont quand même une taxe carbone. Bon. Donc, si vous voulez, il ne faut pas avoir une vision... Je suis rentrée de là en me disant que d'abord, il fallait arrêter d'avoir une vision univoque de ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada. En disant, ils s'en foutent du changement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire, il faut nous appuyer, aider, travailler, coopérer avec tous ceux qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Et il y en a beaucoup. Et par exemple, le R20, ça a été lancé par Schwarzenegger quand il était gouverneur de la Californie. L'Alliance des villes pour le climat, ça a été lancé par Bloomberg quand il était maire de New York, etc. Donc non, il y a des choses qui se passent. Les universités que j'ai pu visiter, qui entre nous soit dit nous feraient tous rêver, on aimerait avoir 20 ans pour être dans ces universités américaines, c'est fantastique. Elles visent à être zéro neutre sur le plan énergétique. Donc voilà, il se passe des choses dont on ne parle pas parce qu'on a une vision très c'est blanc, c'est noir, et ben non, c'est gris.
Alors, vous avez été député européen, vous parlez de l'Europe, la vieille Europe avec leurs mots. Justement, la France est dans l'Europe. La transition énergétique, on parle toujours de l'Europe du Nord, de l'Allemagne. On parle beaucoup de la France en France. Est-ce qu'on en parle beaucoup en Europe et comment ça fonctionne tout ça finalement? On n'en parle pas toujours de manière très gentille, très sympathique. Parce qu'il y a des choses qu'on fait plutôt pas mal. Mais je dirais que sur ces questions-là, mis à part le fait qu'effectivement, grâce au nucléaire, on a un niveau d'émission, je suis très honnête dans mon propos, parce que je ne suis pas très pro-nucléaire, comme vous le savez peut-être. Mais grâce au nucléaire, le fait est qu'on a un niveau d'émission de gaz à effet de serre en Europe qui est plutôt bien. Mais on n'a pas fait du tout de choses merveilleuses en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on a fait, c'est plutôt parce que malheureusement, c'est désindustrialisé que parce qu'on a fait des progrès magnifiques. 2, en termes d'énergie renouvelable, on était il y a 20 ans parmi les meilleurs. On est maintenant, franchement, pas les plus mauvais. La Pologne, à mon avis, est leader sans aucun contexte dans cette catégorie-là. Mais on est franchement plus dans les bons. Je vais vous donner un exemple très simple que je cite souvent, mais il est éclairant. Quand j'étais ministre de l'Environnement il y a 20 ans, on avait 13% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on en a 15%. Voilà. En 90, l'Allemagne était à 3% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, elle est à 27%. Voilà. Donc, c'est des vrais choix. C'est simple. Hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a des vrais choix politiques qui sont faits. Et ce qui m'ennuie, moi, c'est pas qu'on soit moins bon que les autres ou meilleur, c'est pas le sujet. C'est que derrière, vous avez toutes les filières industrielles à côté desquelles on est en train de passer. C'est ça le souci. On a le sentiment que chez nous, Minitel, c'était vachement mieux que... Voilà, ben oui, ben non. Oui, peut-être c'était vachement bien Minitel, mais c'est pas ça qui a marché. Bon, ben on a le sentiment qu'on réédite toujours un peu cette même manière de voir les choses. Et donc, on est en train de laisser passer... J'ai le sentiment qu'on laisse filer les trains devant nous. Et donc, c'est réconfortant de voir des professionnels comme vous aujourd'hui qui êtes engagés sur ces terrains parce que il y a des marchés à conquérir, pas seulement chez nous, mais aussi à l'extérieur, que l'année dernière, le photovoltaïque, ça a été plus 35% dans le monde en une année. Alors on peut dire que chez nous, on a fait plus 8. Oui, si vous faites 0 x 8, ça fait toujours 0 quand même. Bon, alors c'est pas 0, c'est 0,1 ou 0,2, mais enfin, c'est très modeste. Alors qu'on devrait, parce qu'on a des ingénieurs qui sont excellents, parce qu'on est un peuple très inventif, on devrait être dans les meilleurs sur ces secteurs-là, qui sont effectivement les marchés du XXIe siècle. Alors je retiens le point positif, parce qu'il faut toujours terminer une table ronde sur un point positif, sur le fait que vous avez souligné que la filiale du bâtiment s'était bougée, s'était engagée sur ces sujets-là, donc ça c'est un bon point. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.